Le fait de fixer le prix du pétrole en RMB a renversé la situation pour les États-Unis, qui utilisaient depuis longtemps leur contrôle du commerce mondial du pétrole pour soutenir le dollar. Désormais, le commerce du pétrole va se faire dans des devises autres que le dollar, le cauchemar de la dollarisation américaine. Ainsi, en votant essentiellement pour la guerre et en soutenant Israël comme la Légion étrangère de l'Amérique, aux côtés de l'État islamique et d'Al-Qaïda, comme seconde légion étrangère au Moyen-Orient, on obtient une sorte de système d'autofinancement et d'autopromotion permettant aux membres du Congrès de s'enrichir, y compris, sans aucun doute, tous ces initiés qui ont fait fortune le week-end dernier grâce à la mascarade de Trump dont nous venons de parler. Bienvenue à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis Lena Petrova et je vous présente un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir à nouveau le professeur Michael Hudson, un économiste de renom, professeur de recherche distingué en économie et auteur. D'ailleurs, je suis en train de lire l'un des livres de Michael intitulé Superimpérialisme, The Economic Strategy of American Empire. Je l'ai d'ailleurs ici avec moi. C'est devenu l'un de mes livres préférés. Cet ouvrage est absolument fascinant et je dirais qu'il est parfait pour quiconque souhaite mieux comprendre les événements mondiaux actuels. C'est le livre à lire, je le recommande vivement. N'hésitez pas à suivre Michael sur Patreon ainsi que sur son site web. Je mettrai les deux liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Professeur Hudson, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un vrai plaisir de vous revoir. Eh bien, c'est bon d'être de retour ici, avec tout ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. À ce stade, je pense que la plupart d'entre nous conviendraient que l'Iran a utilisé de manière magistrale le détroit d'Ormuz comme levier face à l'agression des États-Unis et d'Israël. Ces derniers jours, des rapports indiquent que l'Iran facturerait 2 millions de dollars pour le passage sécurisé des navires non liés aux États-Unis ou à Israël. Il y a également des informations sur des négociations entre l'Iran et plusieurs autres États visant à régler les ventes de pétrole brut iranien en renminbi chinois. J'ai trouvé que c'était un tournant fascinant des événements. Le dollar américain peut-il survivre à la guerre avec l'Iran et rester la monnaie de réserve mondiale? Quelle est votre interprétation du fait que l'Iran riposte non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique, et qu'il le fasse avec une telle puissance? Eh bien, la fermeture du détroit d'Ormuz a toujours été considérée comme la première et la plus évidente réponse de l'Iran, et cela remonte aux années 1970. C'est de cela que nous parlions. Tout d'abord, le détroit d'Ormuz est resté ouvert tout ce temps. Toutes les menaces de Trump, selon lesquelles il nous faudrait une armée pour le rouvrir, sont sans objet, car l'Iran, comme vous venez de le souligner, laisse passer les navires en provenance de l'Inde, du Japon et d'autres pays. Il n'y a donc jamais eu besoin de le libérer. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans l'attaque imminente contre l'Iran. Il ne s'agit pas d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Il ne s'agit pas non plus d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique, ce qu'il ne visait pas depuis toutes ces décennies. Et il ne s'agit même pas d'empêcher l'Iran d'avoir des missiles ou de les démanteler. Il s'agit toujours d'une stratégie que les États-Unis ont planifiée et officiellement annoncée en 2003, lorsque le général Wesley Clark a déclaré que l'Amérique allait occuper 5 pays en 7 ans, en terminant par l'Iran. L'objectif global de l'Amérique, qui consiste à utiliser le Moyen-Orient pour contrôler la principale source d'exportation de pétrole, repose sur l'élimination de l'Iran de l'équation, ou du moins sur le renversement de la direction nationaliste iranienne qui avait chassé le Shah. Une fois l'Iran écarté, les États-Unis peuvent facilement contrôler les pays arabes de l'OPEP, comme ils le font actuellement. Ainsi,
toute cette prétendue opération militaire censée avoir lieu ce week-end, vendredi matin, vendredi soir, heure du Proche-Orient, et samedi matin, heure américaine, qu'il s'agisse d'envoyer des troupes, occuper une île dans le détroit, ou de forcer l'ouverture du détroit, n'est qu'une manœuvre de diversion. Mais ce que l'Iran a fait jusqu'à présent, puisque vous l'avez mentionné, c'est de mettre en place une stratégie très simple. Tout d'abord, en imposant ses frais de 2 millions de dollars aux navires arabes de l'OPEP qui transitent, il a effectué un paiement anticipé sur ce qu'il compte facturer comme réparation pour les dommages déjà causés par les États-Unis et Israël à l'encontre de l'Iran. Il utilisera simplement ces frais pour reconstruire le pays. Ainsi, cela a d'abord jeté les bases de la manière dont l'Iran va imposer des réparations. Ensuite, cela empêche Trump de menacer de recourir à la force, car si les navires entrent et sortent par le détroit, celui-ci n'est pas fermé. Il est seulement fermé aux ennemis de l'Iran. Donc Trump essaye vraiment de dire « Laissons les entreprises de nos pays de l'OPEP exporter sans avoir à vous verser le moindre centime. Nous voulons que les pays de l'OPEP aient tout l'argent afin qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent dans le cadre du système économique dollarisé américain. » Troisièmement, le fait de fixer le prix du pétrole en RMB a renversé la situation pour les États-Unis, qui utilisaient leur contrôle du commerce mondial du pétrole comme moyen de soutenir le dollar. Désormais, le commerce du pétrole va se faire dans des devises non libellées en dollars, le cauchemar de la dollarisation américaine. Et quatrièmement, cela renverse également la politique du gouvernement américain en utilisant la menace de couper l'approvisionnement en pétrole comme moyen d'imposer des sanctions à d'autres pays. Les États-Unis ont pu utiliser la menace de fermer l'accès au pétrole de l'OPEP, affirmant qu'ils pouvaient couper le flux d'énergie vers les pays qui refusaient de suivre les politiques sous la direction américaine. Eh bien, ici, c'est l'Iran qui impose des sanctions à ces pays, les alliés de l'Amérique, en disant « Si vous choisissez de vous allier aux États-Unis et que vous ne remplissez pas les conditions visant à briser le contrôle américain sur l'ensemble du Moyen-Orient et sur ses exportations de pétrole, alors nous ne vous laisserons pas mener ce commerce. » C'est donc la grande stratégie américano-iranienne qui a conduit les États-Unis à proférer toutes les menaces qu'ils ont formulées, en utilisant le détroit d'Ormuz comme l'un des prétextes soutenant ce que Trump semble vouloir annoncer ce week-end. Trump a menacé de détruire les infrastructures énergétiques de l'Iran il y a plusieurs jours et a donné à l'Iran un délai de 48 heures. Puis, lundi matin, il a repoussé l'attaque de 5 jours. Plus tôt aujourd'hui, Trump a également déclaré qu'il y avait des progrès dans les discussions avec l'Iran. Je pense qu'il est allé jusqu'à dire « Nous avons déjà gagné la guerre ». Bien sûr, l'Iran continue de nier que de telles discussions aient lieu ou qu'il y ait la moindre négociation entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Mais ce qui est intéressant, c'est que, entre-temps, en quelque sorte en toile de fond de tous ces événements qui, à mon avis, visent à distraire et à embrouiller les gens, la pause de 5 jours décidée par Trump dans la guerre correspond exactement au temps nécessaire pour que des milliers de Marines américains arrivent dans la région. Alors, Trump cherche-t-il simplement à gagner du temps, à maintenir les prix du pétrole sous contrôle et à manipuler le marché boursier, ou bien prépare-t-il en réalité le terrain pour une nouvelle escalade? Comme vous l'avez dit, vous en attendez une ce week-end. Il y a eu beaucoup de commentaires intéressants à ce sujet. Hier, le site Naked Capitalism a publié un article dans sa rubrique Coffee Break intitulé « La tactique de Trump conçue pour manipuler les marchés ». Matt Stoller a expliqué comment toute cette mascarade fonctionnait. D'abord, en menaçant vendredi dernier de semer le chaos dans l'économie mondiale,
provoquant l'effondrement des marchés, la hausse des prix du pétrole et la baisse des cours boursiers. Puis, quelques minutes avant l'ouverture des marchés financiers de New York lundi matin, en déclarant « Oh, nous n'avons finalement pas besoin d'attaquer. L'Iran a accepté des relations pacifiques. Nous sommes en bonne voie vers un accord. » Je ne pense pas qu'il y ait de raison pour que les marchés s'inquiètent. Eh bien, cela a conduit, bien sûr, à une hausse de 1100 points à un moment donné sur le New York Stock Exchange pour le Dow Jones. L'indice Dow Jones Industrial Average et d'autres indices ont suivi. Il s'avère qu'il y a eu de nombreuses opérations d'initiés, apparemment effectuées par des associés de Trump, qui savaient exactement ce qu'il allait faire. C'est comme si Trump avait orchestré toute cette menace, puis la solution du lundi matin, afin de permettre à ses associés de placer un demi-milliard de dollars en position d'achat et de réaliser un profit énorme lorsque les cours des actions ont grimpé, que les prix du pétrole sont redescendus et que tout cela s'est révélé être une manœuvre financière destinée à s'enrichir. C'est le régime le plus ostensiblement, invisiblement et même fièrement corrompu de l'histoire américaine, du moins à l'échelle nationale. Je suppose que le régime de Tammany Hall à New York en était un exemple, mais maintenant, c'est comme si Tammany Hall passait à la vitesse supérieure. Donc, je pense que ce week-end à venir sert en quelque sorte à préparer le terrain pour dire, eh bien, peut-être que Trump va tenter une autre manipulation du marché. Il va attaquer l'Iran, puis soudainement lundi matin, il fera marche arrière et dira, eh bien, vous savez, nous avons tout réglé. L'Iran a dit, ne nous faites plus de mal, nous allons nous arranger et tout ira bien. Et il y aura une nouvelle montée en puissance. Je ne pense pas que ce soit le plan cette fois-ci. Je pense que le plan principal consiste globalement à lancer tout ce qu'ils ont contre l'Iran. Cela a été examiné par presque tous les experts militaires et commentateurs que je suis, et probablement la plupart de vos propres téléspectateurs aussi, qui disent que ce sera suicidaire pour les États-Unis. Mais c'est un plan que, après tout, les États-Unis préparent depuis plus de 2 décennies. Comment vont-ils vaincre militairement l'Iran? Eh bien, évidemment, ils l'ont affiné encore et encore depuis 2003 pour tenir compte de tous les changements dans la technologie militaire et dans le renforcement de l'Iran. Sur la base de l'attaque menée l'été dernier par les États-Unis et Israël contre l'Iran, ils pensent avoir établi un profil assez précis de la manière dont l'Iran va se défendre. Mais je ne pense pas que l'Iran ait montré toutes ses cartes dans ce profil. Donc je pense que ce week-end, Trump ne va vraiment pas reculer. Il pourrait essayer de le faire si, et seulement si, l'attaque américaine tourne au désastre. Mais je pense que c'est la dernière chance pour les États-Unis de vraiment aller au bout de ce plan. Ils n'ont jamais renoncé à attaquer l'Iran. En ce qui concerne le marché boursier, je pense que beaucoup d'investisseurs vont se dire, lorsque l'attaque commencera, heure de New York, samedi matin, eh bien, trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi 2 fois, honte à moi. Nous n'allons pas nous impliquer. Et ils sont justes, ce ne sera pas une opération boursière, ce sera une véritable opération militaire, tout cela. Il y aura donc une vraie raison pour que les marchés aient peur après ce week-end. Si effectivement l'Amérique met à exécution ce que Trump a dit, eh bien, nous vous donnons 5 jours. En d'autres termes, laissons le marché boursier réagir et voyons quelle sera la réponse des autres pays. Et il semble que les autres pays disent, eh bien, moi n'est pas notre guerre, Stormstone.
Il semble en effet que cette guerre ait été une révélation à bien des égards. Non seulement elle prouve que le gouvernement des États-Unis est dans l'ensemble subordonné aux intérêts d'un acteur étranger, Israël, mais elle met également en lumière l'incompétence, la pure incompétence de Washington en matière de diplomatie. En réalité, Washington a détruit sa propre crédibilité en attaquant l'Iran, non pas une, mais 2 fois au cours de négociations de haut niveau. Il serait donc très naïf de penser que cette fois les choses seront différentes. Cette fois, Trump dit « Vous savez la vérité ». Il décrit exactement ce qui se passe. Ainsi, on peut dire que la crédibilité et la fiabilité d'un État sont des atouts extrêmement précieux. Et je pense qu'il serait juste d'affirmer que les États-Unis ont effectivement prouvé qu'ils étaient la principale force déstabilisatrice du monde. Beaucoup considèrent cette guerre comme l'acte d'ouverture de l'effondrement de l'Empire américain. Seriez-vous d'accord avec cette perspective, professeur Hudson? Il n'y a pas eu d'incompétence dans la diplomatie américaine ces dernières semaines. Tout cela était une mise en scène. Vous savez que lorsque les États-Unis ont formulé ce qu'ils considéraient comme des exigences inacceptables envers l'Iran, ils voulaient que l'Iran, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé avant le 28 février? Ils voulaient que l'Iran accepte de remettre son uranium enrichi pour prouver qu'il ne pouvait pas fabriquer de bombes atomiques, comme si c'était le seul sujet de la négociation, ce qui n'était pas le cas. Et l'Iran a accepté tant d'autres exigences américaines qu'il semblait n'y avoir plus aucune raison pour le prétexte américain d'une guerre contre l'Iran, car s'il renonçait à son uranium, le faisait envoyer ailleurs, et acceptait une certaine forme de supervision de ses missiles. Eh bien, c'est ce que les États-Unis avaient déclaré. Et l'arbitre omanais de ces discussions est sorti en disant qu'il y avait désormais une véritable base pour la paix. Cela a terrifié les États-Unis, car l'Iran avait mis à nu le bluff américain. Les Iraniens ont dit « D'accord, cela ne vaut pas la peine de faire la guerre, et nous savons que nous pourrions la gagner. Mais nous savons aussi qu'en la gagnant, nous subirions de lourds dégâts à cause des attaques aériennes américaines et israéliennes contre notre pétrole, nos infrastructures et notre population. Nous sommes prêts à payer un prix très élevé pour éviter la guerre. Donc nous acceptons. » Eh bien, cela a tellement affolé les États-Unis qu'ils ont déclaré qu'il fallait immédiatement empêcher l'Iran de pouvoir dire qu'il n'y avait pas besoin d'attaque. Les États-Unis étaient déjà convaincus que le but de ces négociations n'était qu'un prétexte, un exercice de relations publiques destiné à justifier l'attaque contre l'Iran. Et l'Iran a empêché cela. Et c'est ce qui a tout déclenché. J'ai tout écrit à ce sujet dans un article. Les articles que je rédige pour Democracy Collaborative se retrouvent sur mon site et sur d'autres sites également. Donc le bluff n'est pas vraiment une négociation. L'Amérique n'a jamais clairement dit ce qu'elle voulait de l'Iran. Eh bien, bien sûr que non, car ce qu'elle veut de l'Iran, c'est contrôler tout le Proche-Orient. Non seulement l'Iran, mais l'ensemble du commerce pétrolier du Moyen-Orient, afin d'obtenir un point d'étranglement, une emprise sur l'approvisionnement mondial en exportation de pétrole, et de continuer à utiliser cela comme l'un des leviers fondamentaux pour militariser sa politique commerciale extérieure et sa politique monétaire étrangère. Et tout cela a été contré très habilement par l'Iran. Si l'on regarde cette guerre, puis ce qui s'est passé au cours des dernières années, et plus particulièrement ces 12 derniers mois, je pense qu'on peut constater que les États-Unis mènent une lutte contre tout pays cherchant à atteindre l'autosuffisance, en matière de sécurité énergétique, de sécurité alimentaire, et bien sûr, de technologie de l'information. L'intelligence artificielle joue un rôle majeur. Elle est utilisée dans le domaine militaire et dans de nombreux autres secteurs. Sommes-nous donc en train d'observer les signes d'un empire en déclin?
une sorte de dernière phase de l'Empire américain lorsqu'il doit détruire les autres pour rester au pouvoir et survivre. Eh bien, cela détruit les autres en s'attaquant au droit international. Ce que font les États-Unis, c'est violer toutes les règles de la guerre, toutes les règles établies dans la Charte des Nations Unies. Ce n'est pas simplement une guerre contre l'Iran. Les États-Unis savent très bien que le résultat d'un affrontement avec l'Iran sera de bloquer le commerce pétrolier de l'OPEP pour le reste de l'année, probablement jusqu'à l'année prochaine, principalement à cause de la guerre. C'est le début d'un conflit à long terme visant à déterminer si les États-Unis peuvent encore maintenir un contrôle unipolaire sur l'économie mondiale et empêcher d'autres pays, comme vous l'avez souligné, d'exprimer leur propre souveraineté, alors que l'idée de souveraineté nationale est le fondement de tout le droit international. Ainsi, tous les pays du monde sont menacés par cela. C'est ce qui fait de la guerre en Iran et du 28 février dernier l'ouverture officielle de la Troisième Guerre mondiale. C'est une guerre mondiale parce que le monde entier a besoin d'énergie et sera touché par la réduction des exportations de pétrole, de gaz, d'engrais et de toute la production qui dépend de l'énergie. Électricité, pétrole pour les plastiques et aussi gaz hélium, puisque les usines d'hélium du Qatar ont été détruites par l'Iran. Cela a déjà entraîné une réduction de l'utilisation des appareils d'imagerie médicale qui nécessitent de l'hélium. Il est également utilisé pour les puces informatiques. L'hélium cryogénique, congelé, est nécessaire pour la lithographie ultraviolette extrême, qui grave les puces dans une forme suffisamment dure et froide pour qu'elles ne se répandent pas partout. Alors, toute la structure de l'économie mondiale fondée sur l'interdépendance et les exportations libres de pétrole est désormais plongée dans le chaos. Et cela va avoir un impact sur l'approvisionnement en engrais et par conséquent sur les rendements agricoles. Cela touchera probablement les pays du Sud global plus que quiconque. Et ce n'est pas seulement le chaos. Il n'y a jamais que le chaos à la fin d'une révolution. Un pays l'emporte ou un autre l'emportera. Ainsi, ce chaos correspond à l'idée qu'a l'Amérique de se placer dans une position où, parce qu'elle est si autosuffisante en pétrole, en nourriture et en autres ressources, elle peut en sortir gagnante, plus forte que les pays asiatiques ou ceux du Sud global, et utiliser sa puissance économique pour contrôler la diplomatie mondiale de la même manière qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est donc une démarche calculée. Il s'agit d'une attaque des États-Unis non seulement contre tous les autres pays, mais aussi contre les principes mêmes que la civilisation était censée défendre. L'idée de souveraineté, l'absence de guerre non déclarée, et le fait que, si une guerre doit avoir lieu, il ne devrait pas y avoir d'attaque contre les civils, en particulier contre les hôpitaux et les infrastructures essentielles. Toutes les règles de la guerre et du droit international ont été violées par les États-Unis. Je pense que les autres pays sont sidérés, plongés dans une dissonance cognitive. Ils n'en reviennent pas de ce qu'ils doivent faire pour se défendre, car à mesure que le chaos se déploiera au cours de l'année à venir, la seule défense possible sera de créer un tout nouveau système de diplomatie internationale pour remplacer l'Organisation des Nations Unies dans sa forme actuelle, pour remplacer le FMI et la Banque mondiale, pour remplacer toutes les institutions que les États-Unis ont mises en place comme instruments de contrôle, y compris les droits de douane de Trump qui manipulent l'accès des pays étrangers au marché américain. Le reste du monde doit devenir indépendant des États-Unis. Et cela conduira essentiellement à isoler les États-Unis, au lieu que les États-Unis puissent isoler ceux qu'ils appellent leurs adversaires, le reste du monde qui ne suit pas leur politique.
C'est donc véritablement un combat de civilisation, au moins aussi important, sinon plus, que la Seconde mondiale. Certainement, Michael, tu as souvent mentionné qu'au cœur de l'agression des États-Unis se trouve le désir de contrôler l'énergie, à la fois comme moyen d'exercer du pouvoir et de contrôler les autres États, ainsi que leur accès à cette ressource. Les dégâts subis par les infrastructures du Conseil de coopération du Golfe sont énormes, et il en va de même pour celles de l'Iran. Il faudrait des années pour reconstruire, pour retrouver les mêmes niveaux de production qui étaient normaux pour eux, leur permettant de répondre à la demande. Ce qui est intéressant, c'est que les médias américains admettent désormais ouvertement que nous voyons les premiers signes d'une stagflation à venir. Alors, devons-nous nous attendre à une stagflation ou à quelque chose de bien pire, comme une dépression mondiale, par exemple? Oui, c'est une dépression. Les dépressions ne sont pas inflationnistes, elles sont déflationnistes. Donc toute cette idée, toute cette prétention selon laquelle « Oh, les prix du pétrole vont augmenter et ça va faire monter le niveau général des prix », réduisant la capacité des créances financières et des obligations à commander des marchandises, tout cela, c'est de l'idéologie. C'est toute cette idéologie libertarienne du libre marché. Les prix du pétrole, du gaz, de l'hélium et des engrais vont augmenter, mais cela va entraîner la fermeture de secteurs entiers. Et cela va mettre les travailleurs de ces secteurs au chômage. Une dépression, c'est le contraire d'une situation inflationniste. Les marchés boursiers n'ont aucune idée de la manière dont l'argent et les prix circulent réellement dans l'économie. Et il n'y a aucune analyse de la manière dont la balance des paiements est affectée par tout cela. Ainsi, le marché boursier, au lieu d'avoir une vision réaliste de la façon de faire face à ce qui va se produire, se contente de penser « Eh bien, la tendance est mon ami. Si les gens achètent des actions, alors il faut sauter dans le train, essayer d'en profiter à la hausse, puis sortir au bon moment. Et si les marchés baissent, alors il faut tout vendre. Vendre à découvert et tenter de racheter au plus bas. » Voilà l'étendue de leur vision en tunnel lorsqu'il s'agit de comprendre ce qui va réellement se passer. Le marché boursier n'est qu'une mince tranche de l'économie, sans compréhension du contexte global dans lequel les prix, la richesse, la valeur des actifs, les niveaux de salaire et le pouvoir d'achat interagissent. Je pense que si l'on regarde l'Iran, il est sous sanction depuis des décennies et c'est une puissance moyenne régionale. Je pense que c'est une manière appropriée de le décrire. Et l'Iran s'est opposé à une grande puissance, les États-Unis, qui travaille main dans la main avec Israël, doté de l'arme nucléaire et qui possède également la plus forte armée du Moyen-Orient. Il va sans dire que pour soutenir davantage d'efforts, tout État, et il est absolument remarquable que, après avoir été soumis à des sanctions occidentales pendant près de 4 décennies, l'Iran se soit révélé être un adversaire aussi solide. Il est actuellement aux commandes, comme vous l'avez souligné. Il dispose du levier nécessaire et, on peut le dire, il a établi au moins une dissuasion partielle, puisque Trump a été contraint d'annuler son ultimatum de 48 heures. Alors, que révèle la guerre en Iran sur la capacité des États-Unis à rivaliser sur le plan militaire ou économique, non seulement avec des puissances moyennes comme l'Iran, mais aussi avec de grandes puissances comme la Chine et la Russie? Eh bien, nous allons le découvrir ce week-end. Il doit bien y avoir un plan en place pour ce qu'ils vont faire avec ces cuirassés, ces porte-avions et toutes les troupes qui s'y trouvent. Nous savons que les États-Unis peuvent envoyer des bombes.
mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent envoyer des bombardiers, car l'Iran dispose de défenses contre beaucoup d'entre eux. Tu as mentionné l'armée israélienne. Israël ne va pas s'impliquer dans cette guerre. Il est prêt à se battre jusqu'au dernier Américain dans cette guerre, mais je ne pense pas que l'armée israélienne sera directement impliquée. L'armée israélienne est occupée à tailler le Liban pour que les Israéliens aient un endroit où aller après qu'Israël aura été entièrement bombardé. La défense militaire israélienne est épuisée. Ils n'ont plus de véritable défense. Toute l'idée du dôme de fer était fictive. C'était du vent. Toutes les armes américaines qu'ils possèdent n'étaient pas destinées à un véritable combat. Et les armes que possèdent les pays du Golfe ne fonctionnaient pas vraiment non plus. C'étaient des armes de prestige pour la vitrine, comme avoir une Mercedes de luxe, pas quelque chose avec quoi on se battrait réellement, car elles sont inefficaces contre les armes iraniennes. Il n'y a donc plus vraiment d'option de défense ou militaire américaine, à part tenter de débarquer tous ces marines pour se battre jusqu'au dernier. Eh bien, d'après tous les commentateurs militaires que j'ai lus sur presque tous les sites, ils disent tous que ces marines, qu'ils débarquent dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique, sur la côte sud de l'Iran, au Baloutchistan, ou qu'ils avancent depuis l'Azerbaïdjan ou les territoires kurdes, où qu'ils soient, ils vont se faire anéantir. Et les généraux doivent le savoir, car je ne pense pas qu'ils aient la moindre idée de la manière dont les Iraniens ont réussi à se défendre. Je ne sais pas, personne ne le sait, car c'est secret. C'est ce qu'ils ont dit. Donc nous allons le découvrir. Mais je pense que les États-Unis sont en train de dire « Très bien, ce sera notre Alamo ». Tout comme les Américains disaient autrefois « Souvenez-vous de l'Alamo » après cette grande défaite, pour tenter de mobiliser le soutien patriotique à la guerre. Vengeons-nous de cela. Je pense que l'idée américaine, aujourd'hui, doit être « Vengeons-nous de ce que les Iraniens ont fait à l'armée américaine et des bombes israéliennes ». Mais je ne pense pas qu'il y aura un quelconque sentiment patriotique de type « Souvenez-vous de l'Alamo », ni en Amérique, ni en Europe. L'Europe a déjà dit « Ce n'est pas notre guerre. Vous ne nous avez pas consultés. Vous ne nous avez pas intégrés à la planification. Nous n'avons aucune idée de ce que vous faites. Donc, comptez-nous dehors. » Et l'opinion publique américaine n'est pas favorable à la guerre. Et de plus, je pense que le public américain, lorsqu'il verra le chaos et les dépenses qui s'annoncent, y compris l'impact sur leur propre portefeuille, non seulement pour l'essence, mais aussi pour les produits agricoles et tous les biens qui dépendent du pétrole, du gaz et des autres exportations de l'OPEP, dira « Eh bien, c'était la guerre de Trump. C'était la guerre des néoconservateurs. » Certains diront que c'est la guerre d'Israël, bien que ce soit en réalité autant la guerre de l'Amérique que celle d'Israël. Et ils ne seront pas favorables, ce qui ne présage rien de bon pour la fortune de Trump ou des républicains, ni pour les démocrates, qui sont tout aussi bellicistes, tout aussi favorables à cette guerre que les républicains, comme on peut le voir dans le refus du Congrès de faire quoi que ce soit pour tenter de l'arrêter. Michael, peut-être la dernière question pour aujourd'hui. Avec les élections de mi-mandat de novembre qui approchent, j'imagine que les républicains doivent être en mode panique. Les taux d'approbation de Donald Trump sont en chute libre sur absolument tous les sujets. Selon le dernier sondage, les électeurs jonglent avec la hausse des prix, l'instabilité économique et bien sûr, une guerre qui s'intensifie avec l'Iran et ses conséquences. Et comme nous le savons par l'histoire, ce genre de contexte favorise rarement le parti au pouvoir. Les républicains sont donc clairement sous pression. Quelle est, selon vous, la volonté politique ou l'appétit politique à Washington pour poursuivre cette guerre de choix
alors que les prix de l'essence augmentent, que les prix des denrées alimentaires grimpent et que ces deux éléments comptent parmi les plus sensibles pour la population américaine. Que veux-tu dire par Washington? L'establishment, la politique étrangère politique est aimable. C'est un one-man show en ce moment. C'est Trump et sa coterie. Il a nommé un cabinet entièrement loyal envers lui-même. Le Sénat est contrôlé par les républicains, dirigé par le sénateur du sud de l'Alabama, et ils sont tous favorables à cette marche suicidaire. Ce sont des lemmings. Ils ne vont pas protester. Ils ont tous peur de s'opposer à Trump. Il y a évidemment toute une aile du Parti républicain, l'aile isolationniste, qui a toujours existé, mais elle semble être largement minoritaire. Il n'y a tout simplement pas beaucoup de monde. Les sudistes, la Caroline du Sud, et les autres, ils sont tous favorables. Et les démocrates aussi. Si vous regardez qui finance les campagnes des sénateurs américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, c'est l'AIPAC. Ils semblent ne se soucier que de leur salaire. Ils se moquent de savoir qui gagne la guerre. Ils veulent simplement leur salaire. C'est ce qu'ils ont montré. La corruption totale du Sénat et des républicains. Et le résultat de la décision de la Cour suprême, selon laquelle il n'y a pas de limite aux contributions privées aux campagnes, a été en substance de privatiser et de financiariser le processus électoral aux États-Unis. Ainsi, les élections, les campagnes, sont déterminées par les politiciens capables de récolter le plus d'argent. Tout est ouvert aux plus offrants. Le Congrès a mis en place un flux circulaire entre les États-Unis et Israël. Les États-Unis versent d'énormes sommes d'argent à Israël, qui en détourne ensuite un certain pourcentage par l'intermédiaire de ses propres lobbyistes pour récompenser les sénateurs et représentants ayant voté en sa faveur. Ainsi, en votant essentiellement pour la guerre et en soutenant Israël comme la légion étrangère de l'Amérique, aux côtés de l'État islamique et d'Al-Qaïda comme seconde légion étrangère au Moyen-Orient, on obtient un système d'autofinancement et d'autopromotion permettant aux membres du Congrès de s'enrichir, y compris, sans aucun doute, tous ces initiés qui ont fait fortune le week-end dernier grâce à la mascarade de Trump dont nous venons de parler. Absolument. Nous vivons une période très intéressante, n'est-ce pas? Professeur Michael Hudson, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre point de vue sur ces événements. J'espère que vous reviendrez pour un autre épisode et je sais que nos téléspectateurs ont hâte de vous revoir ici. Eh bien, merci de m'avoir invité, Lena. Ce fut une bonne discussion et nous verrons ce qui se passera ce week-end.